Maintenant, je vais vous présenter un autre Van Gogh. Je vous ai dit qu'il était très intéressé par le métier. Il est très intéressé par le métier parce que c'est dans la tradition protestante une forme de démontrer que son âme est une âme élue. Mais il fait plus. Il a tendance lui-même à se faire artisan. Il a tendance à s'identifier aux plus humbles travailleurs qui l'entourent. Et je vais vous montrer qu'il est devenu tisserand. À la fin de sa vie, quand il commence à être connu, Albert Aurier, qui est un des grands critiques qui va défendre ce qu'on appelle le symbolisme des années 1890, va donner lieu à une lettre parce qu'il a l'intention de lui offrir ce tableau. Et voilà ce qu'il dit. Vous verrez que cela constitue à peu près l'assemblage des tons de ces jolis tissages écossais carrelés, vert, bleu, rouge, jaune, noir, qui, à vous comme à moi, dans le temps ont paru si charmants et qu'hélas, aujourd'hui, on ne voit plus guère. C'est-à-dire qu'il regrette que ces tissus faits de carreaux de couleurs qu'il appelle des tissages écossais ont disparu et lui voit des tissages écossais dans ce tableau. C'est peut-être pas évident, mais vous allez voir que dans les autres tableaux, tout le monde sortira d'ici persuadé qu'il a fait du tartan écossais. Les mangeurs de pommes de terre, tout d'abord. Qu'est-ce qu'il va dire de ces mangeurs de pommes de terre? Eh bien, il nous dit la chose suivante. À propos de ce tableau, tout l'hiver, j'ai tenu en main le fil de ce tissu dont je cherchais le modèle définitif. Et si maintenant c'est devenu un tissu d'aspect rugueux, rude et grossier, il n'en est pas moins vrai que les fils ont été choisis avec soin et suivant certaines règles. Et il pourrait bien se faire que ce soit une vraie peinture de paysan. Alors, vraie peinture de paysan, on y reviendra plus tard. Mais les fils, moi je ne vois pas une tapisserie là. C'est une peinture qui est plutôt grise, certes, et lui, il parle d'un tissu, il a eu des fils dans les mains. Je suis désolée, il est en train de faire une analogie entre son travail de peintre et le travail de tisserand. Il est à Nuenen au milieu des 440 tisserands dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour lui, ces fils de peinture, c'est-à-dire ces touches de peinture, sont des fils parce que son travail est un travail de tisserand pour lui. Il est en train de s'identifier au tisserand et il est en train de considérer de manière analogique que son travail émule le travail du tisserand et en fait, il a véritablement tissé. Quand il a représenté ce métier avec tisserand de 84, donc à Nuenen, eh bien je pense qu'il a positionné cet artisan de manière similaire à celui de l'artiste devant son cadre. Regardez le regard, regardez les fils. Si je place le cadre, on est exactement dans la même position ici. Si je passe à un autre tableau maintenant, le tisserand vu de face, toujours de 84 à Nuenen, eh bien cet homme est lui aussi encadré par un cadre avec des fils. Et puis, il me paraît curieux qu'on puisse voir à ce point les vices de part et d'autre du métier. Or, là aussi, on a tendance à placer directement dessus son cadre perspective. Je ne dis pas que le tisserand travaille avec un cadre perspective. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il s'identifie à lui, l'un à son métier, l'autre à son cadre, et les deux structures se ressemblent. Ensuite, cet autre tisserand, eh bien, il a signé ici, Vincent, directement dans le métier. Regardez la position du crayon. Enfin, ce n'est pas un crayon, excusez-moi, c'est une navette. Mais il le tient verticalement comme un crayon. Comme dans le dessin de Dürer, on a l'impression qu'il est là, en train de dessiner. Ça ne se voit pas beaucoup, mais en 84-85, il est en train d'étudier les lois simultanées du contraste des couleurs de Chevreul. On en a déjà parlé, les lois du contraste des couleurs, c'est que lorsque de Chevreul, quand vous voulez exalter des couleurs et non pas les éteindre, vous allez utiliser les couleurs opposées sur le cercle chromatique. Le jaune avec un certain bleu, le jaune orangé avec un certain violet, le rouge avec le vert, etc. Parce que deux couleurs complémentaires juxtaposées s'exaltent. Qui est-ce qui a écrit ces lignes avec lesquelles travaillent tous les impressionnistes et encore plus les post-impressionnistes? C'est donc Chevreul. Qui est Chevreul? C'est un chimiste, mais c'est surtout le directeur des tapisseries des Gobelins. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont pratiques.
ils choisissent une mèche de laine jaune. Ils en choisissent une verte. Le jaune est magnifique, le vert est superbe. On tisse le tapis et là, la tapisserie est terne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont juxtaposé des couleurs qui vont s'éteindre mutuellement parce que ce ne sont pas des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Donc, on va mettre du jaune à côté du bleu, etc. Vincent van Gogh, il n'est pas aux tapisseries des Gobelins, il est au milieu de tisserands à Nuenen, qui faisaient d'ailleurs des tissus très colorés qu'on appelle des bonje ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, on faisait une sorte de torchon avec des couleurs saillantes. Et donc, finalement, il n'est pas aux tapisseries des Gobelins, mais il n'en est pas loin. Il peut mettre en pratique directement ces règles de tapisserie et de couleurs telles que Chevreul les a établies. Et c'est le seul, parmi tous ces passionnés des couleurs complémentaires et du jeu de juxtaposition, c'est le seul qui va le mettre en pratique dans sa petite cuisine. Il ne va pas prendre des fils, il va pas prendre de la peinture pour le faire au départ, il va prendre des fils de laine. Et on a aujourd'hui, je crois que c'est cette petite boîte, c'est une boîte à thé laquée rouge japonaise dans laquelle il a mis ses petites pelotes. Eh bien, c'est avec ces petites pelotes qui sont donc au musée Van Gogh aujourd'hui qu'il essayait ces couleurs. Alors, on mélangeait les couleurs. Il a fait exactement de manière pragmatique, parce qu'il est toujours dans le pragmatisme le plus total, il a essayé les règles de couleurs de Chevreul. Et je pense qu'aucun autre n'a fait ça. Aucun autre n'a pris le cadre de perspective et aucun autre n'a travaillé avec des pelotes, je crois. Et donc, quand il est en 1889 à Arles, il est sous l'influence de Gauguin parce qu'il travaille de mémoire, parce qu'il est en train de représenter sa mère, avec ses sœurs, je pense, au jardin à Etten, c'est-à-dire en Hollande. Et il décrit ce tableau en disant « Notre mère », vous retrouvez un petit peu les traits et les couleurs de Van Gogh d'ailleurs ici, « Notre mère est couverte d'un plaid écossais ». Alors, le plaid écossais, j'ai un petit peu de mal à le voir, je ne trouve pas que c'est tissé. Moi, je trouve surtout qu'il est en train de tester le pointillisme de ses amis Signac, qui devait absolument horrifier Van Gogh, qui avait une jalousie assez prononcée à l'égard des pointillistes. Mais regardez plutôt, on va trouver des exemples de tapisserie véritables chez Van Gogh. Le fond de ce tableau, je suis désolée, mais là, on a véritablement une alternance de carrés verts avec des verticales vertes et des horizontaux. Il est en train de tisser l'arrière-fond de sa toile. Même chose ici, cette fois, il est plus bicolore. Vous avez du vert sur du vert, mais on voit bien les touches de couleurs qui sont horizontales et verticales et qui font un équivalent de tissage. Et puis à nouveau, un peu de toile sur la droite. Et puis là, c'est extraordinaire. La preuve de ce que je vous dis, un écossais bleu et noir, on dirait un plaid, en arrière-fond, et puis au premier plan, la toile directement à vue. Il utilise cette même technique pour le sol de ces oliviers. Vous avez des carrés bleus et rouges ici qui sont tissés en forme de plaid écossais. Vous avez la même chose, on reviendra sur les copines de Millet qu'il fait. Regardez cette veillée, si je fais un gros plan sur le sol ici, le voici. Vous avez sur la droite des lignes de fil, je peux me permettre de parler de fil puisqu'il l'a fait avant nous, des lignes de fil bleu, c'est-à-dire cette trame avant que ne passe la navette du tisserand. Et puis sur la gauche, vous avez la partie véritablement tissée avec ces carrés de couleurs bleu, jaune, rouge et noir. Lorsqu'on voit ce paysage avec carriole, Madame Silverman, l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, elle retrouve ces trames bleues, les mêmes que celles qu'on vient de voir avant que la navette ne soit passée. Elle considère que ces parties touffues, bouillonnantes du premier rang représentent les écheveaux de laine du tisserand. Et puis c'est vrai qu'il y a une vue qui est large, comme on imagine être le tisserand, derrière le métier à tisser. Eh bien, on a une vue large du tissu et au fur et à mesure, il est de plus en plus étroit à mesure que le tissu avance, qu'on retrouve un petit peu ici. Mais c'est surtout ce tableau que j'apprécie pour vous montrer qu'il est effectivement un peintre tisserand, les écheveaux au premier plan, et puis ces carreaux de couleurs comme les torchons dont il parlait à Vincent Aurier et dont il regrettait la disparition. Donc, on aura vu ici
un peintre qui s'est fait tisserand, qui s'est fait artisan, qui s'est assimilé aux travailleurs qu'il avait tant admiré à Nuenen et dont il est en train d'émuler le travail parce que c'était une forme très respectable de travail et donc de montrer que son âme faisait partie des élus. On a donc un Vincent van Gogh qui était tisserand. Ce n'est pas les tisserands qui courent les rues en Arlésie, ce sont les paysans principalement. Et vous allez voir, il va devenir paysan, il va labourer. Quand vous regardez ce gros plan sur le tableau qu'on vient de voir, vous sentez qu'il tatouille la peinture, qu'il la malaxe, qu'il la bouge et qu'effectivement, on pourra dire assez rapidement qu'il laboure. Toujours sur ces mangeurs de pommes de terre, il écrit cette fois à Théo. Pour la même raison, on aurait tort, selon moi, de donner à un tableau de paysan un certain polyconventionnel. Alors, je vous ai dit qu'il a le respect du travail, et pas le travail en ville d'un notaire, le travail avec ses mains, le travail puissant et fatigant qu'il a connu dans son enfance parmi les paysans qui étaient les paroissiens de son père. Et il parle énormément des peintures de paysans. Alors, s'il y a une chose qu'il exècre, et c'est rare de la part de Vincent van Gogh, c'est la fausse peinture, ce qu'il appelle le polyconventionnel. Le polyconventionnel, c'est la peinture académique. Il a horreur, et il en cite deux, il a horreur de Bouguereau. Bouguereau, on l'a vu ensemble auparavant, quand il doit faire un paysan, il a quand même le teint rose et le teint de porcelaine. Mais ce qu'il lui reproche, c'est de chercher la figure académique, c'est-à-dire le statuaire grec, derrière ces paysannes. Ce qu'il veut, lui, c'est rendre la difficulté, la rudesse du métier, donc il ne veut pas de polyconventionnel. Si une peinture de paysan sent le lard, la fumée, la vapeur qui monte des pommes de terre, tant mieux. Ce n'est pas malsain. Si une étable sent le fumier, bon, une étable doit sentir le fumier. Si un champ exhale l'odeur de blé mûr, de pommes de terre, d'engrais, de fumier, cela est sain, surtout pour les citadins. Alors il a envie d'enseigner aux citadins. Je vous ai dit tout à l'heure, la peinture hollandaise est là pour enseigner une morale. Eh bien, le travail est représenter le travail, c'est représenter ceux dont l'âme est une âme élue, et donc on enseigne aux autres à travailler. Par de tels tableaux, ils acquièrent quelque chose d'utile. C'est dans ce sens-là qu'il peint. Mais un tableau de paysan ne doit pas sentir le parfum, donc il ne doit pas sentir l'académicisme. Un des peintres qu'il va admirer est un certain L'Hermite. Dans une lettre de 1885, il écrit que selon lui, L'Hermite qu'il découvre dans Le Monde illustré qui est publié en 1885, L'Hermite est un millet d'œufs. Alors il va admirer les bûcherons, il va admirer le jardinage ou les hirondelles et il admire également le laboureur justement. Mais son repère, il a quand même dit qu'il était un millet d'œufs. Son vrai repère, c'est Millet. Millet, il le découvre en 1875. Millet meurt fin janvier 1875 et il se trouve qu'en juin, lors d'une vente de dessins, principalement des dessins de Millet chez Drouot, se rend le marchand d'art Van Gogh à l'époque. Et là, il dit « J'ai découvert une terre sainte ». C'est la sainteté, c'est le caractère sacré du réalisme paysan de Millet qu'il admire et c'est avec lui qu'il va apprendre à dessiner. Ce n'est pas dans les académies, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas fait pour les académies. Ce qui fait qu'en août 1880, quand il commence à apprendre à dessiner, il va demander à son frère de lui envoyer les travaux des champs qu'il copiera les uns après les autres. C'est comme ça, en regardant la gravure et avec son crayon ou son fusain, qu'il va apprendre à dessiner. Et il va donc copier les uns après les autres les reproductions de Millet. On avait Millet, voici la copie par Van Gogh. Il va reprendre les bêcheurs, donc il y a ceux qui prient en plein champ, il y a ceux qui bêchent, il y a ceux qui moissonnent, le Millet à gauche, et voici la version de Van Gogh. Il y a celui qui sème. Alors le semeur, toute sa vie, le reprendra. Il l'a fait à 5 reprises à cette époque. La violence que l'on voit dans le dessin de Millet a disparu. Le jeune Van Gogh est en train d'apprendre. Il copie ce semeur qu'il admire particulièrement. Et j'en profite pour vous montrer deux autres semeurs de 1882 parce qu'ils ont disparu. Vous ne les verrez donc pas, en tout cas pas d'originaux dans les musées, en tout cas pas pour le moment.
Donc il va poursuivre ensuite ses études dans la campagne brabançonne, où il croque et dessine cette fois sur le vif comme ce vieil homme auprès du feu qui est ici avec ses mains. Il travaille énormément les mains parce que c'est les mains des travailleurs, le signe extérieur de la bonté de leur âme quelque part. Ensuite, il apprend, il s'améliore, il s'accroche à la haie avec cet autre terrassier, cette femme à la brouette. Il prend confiance en lui et écrit à son frère: en bref, je considère mes études comme des graines et plus je sème, plus un jour peut-on espérer une moisson. Donc il s'assimile, encore une fois, il fait une analogie, il s'assimile à ces moissonneurs, à ces paysans, il sème des graines, il est ce semeur et il espère qu'un jour, à force de ces graines, c'est ses dessins, c'est ses études, il espère un jour moissonner et rembourser à force de travail par la vente de ses tableaux son frère. Donc lui, dès le départ, et ce texte date de 1885, s'assimile à un paysan, il fait l'analogie avec le champ de blé et le semeur. Je vous ai donc dit il s'améliore en reprenant à sa manière cette fois les silhouettes des glaneuses de Millet. Ça n'est pas une copie, c'est pas encore une interprétation, mais il reprend la silhouette et surtout la forme de la main, et la même ici. Et puis vous aurez également des femmes baissées, bêchant, sortant les carottes de la neige, plantant les betteraves, toute la panoplie de l'agriculture locale est mise sous la plume et le dessin de Van Gogh. À la fin de sa vie, quand il est à l'asile en 1889, les modèles ne courent pas les rues ni les paysages. Il peut choisir de croquer quelques aliénés, il tentera de dessiner le chef de clinique, le médecin en chef, mais il a surtout, et certainement avec lui, parce que dans ses lettres, jamais on le voit demander à son frère de lui renvoyer les gravures de Millet, il a avec lui les travaux des champs et les 4 heures du jour que vous voyez. Chacune d'entre elles, il va les retravailler en 89. Donc on est 4 ans après, Van Gogh n'est plus à s'entraîner, il fait des véritables interprétations et pourtant il se considérait toujours comme un apprenti parce qu'il dit en 89, ça fait presque 10 ans, 79-89, à peu de choses près, que j'étudie et donc comme il faut 10 ans à un artiste pour se former, ça y est, je vais être ce papillon qui va sortir du cocon, c'est en tout cas l'analogie qu'il utilise. Regardez donc, vous avez un semeur, celui de 81 qu'il avait copié, il le met en couleur. On avait la méridienne de Millet, la voici en version couleur, l'opposition des couleurs jaune et bleu, les complémentaires par Van Gogh. Vous aviez la broyeuse de lin, la voici en couleur. Vous aviez le botteleur, le voici en couleur. Le faucheur, pareil, avec ses couleurs extraordinaires d'opposition de couleurs complémentaires. Et puis cette fileuse, j'en profite pour vous montrer qu'il a là aussi quelque chose d'un tisserand dans le sol de sa fileuse. Et puis sa fileuse, ça lui rappelle aussi son enfance à l'époque où son père, comme pasteur et révérend, s'occupait de ses paroissiens en les faisant travailler l'hiver à filer la laine justement. Le batteur de blé. Lorsque vous regardez le batteur de blé de Millet, le personnage se détache parfaitement du fond dans un travail de clair-obscur qui permet de détacher la figure du décor. Quand on regarde sur la gauche, sur la droite, pardon, la version, l'interprétation par Van Gogh, ça n'est plus du tout le cas. Alors l'interprétation, le mot est juste parce qu'il parle lui-même de ses interprétations en peinture, mais surtout Mirbeau va parler d'un travail admirable, le critique Mirbeau va parler d'un travail admirable d'interprétation également. Donc on sent que le maître Van Gogh est déjà là, même si lui ne parlera jamais de maître à son égard. Autant Gauguin déborde d'ego, ce n'est pas le cas de Vincent Van Gogh. Alors on va faire un gros plan dessus. Regardez, les touches oranges du foin débordent sur son pantalon, le bleu du ciel et du mur déborde sur sa chemise, et puis on a l'impression que ses cheveux hirsus sont comme des touffes de foin. Il y a un corps à corps entre ce personnage, ce paysan qui bat son blé et l'espace dans lequel il est. Il y a une sorte de fusion, en tout cas de corps à corps avec la matière. Eh bien, il y a un même corps à corps avec la matière chez Van Gogh lorsqu'il se représente. Vous le verrez dans un instant. Van Gogh, ici, reprend les planteurs de pommes de terre de Millet. C'est un sujet que vous connaissez parce qu'il en a fait un tableau, Les mangeurs de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il dit ici? La couleur avec laquelle elles sont faites
maintenant est à peu près celle d'une pomme de terre bien poussiéreuse. Il parle de ces tableaux. Naturellement non épluchés. Vous imaginez, il y a ce corps à corps du paysan qui bat son blé. Eh bien, sa peinture fait un corps à corps avec la matière, avec la pomme de terre. Son tableau a la couleur poussiéreuse de la pomme de terre non épluchée, évidemment. En peignant cela, je pensais encore à ce qu'on a dit si justement des paysans de Millet, et en fait c'est un critique Censier qui a écrit ça de Millet, ces paysans semblent peints avec la terre qu'ils ensemencent. Eh bien lui, il peint non pas avec la terre, mais il peint ici avec la poussière de pommes de terre. Et curieusement, lui aussi fait un corps à corps parce que cet autoportrait qu'il a peint au printemps 86, ça veut dire qu'il est déjà à Paris. D'ailleurs, il y a quelques touches de couleurs complémentaires qui commencent à apparaître. Le vert et le rouge ici, une touche de bleu ici et d'orangé. Il se peint pourtant encore dans les couleurs de la pomme de terre. Lui aussi fait corps avec ses paysans, il fait corps avec la matière de sa peinture. Un autre autoportrait, c'est le peintre allant au travail. La qualité de l'image n'est pas parfaite parce que ce tableau a été détruit à Magdebourg en 1945. On dit aussi de ce tableau que c'est le peintre allant à Tarascon. Il va à Tarascon, donc sur les traces de Daudet peut-être. On le reconnaît ici, il a peut-être utilisé le cadre de perspective. En tout cas, on a deux arbres plantés et le point de fuite à la pointe de son chapeau. Que dit-il de cet autoportrait de lui-même? Finalement, il ne connaît pas d'autres peintres qui se rend sur son lieu de travail. Il dit la chose suivante. Je suis toujours couvert de poussière, chargé comme un porc-épic du chevalet, des couleurs, etc. Et c'est vrai qu'il a l'air chargé. Et je porte un chapeau de paille jaune comme en portent chez nous les frontaliers. Alors les frontaliers, c'est une traduction parce que comme c'est une lettre à sa sœur et non pas à Théo, il écrit en hollandais. À Théo, il écrit en français. Et en fait, dans le texte, il parlait de Hannekemeyer, qui étaient des frontaliers allemands. C'était les saisonniers allemands qui venaient travailler dans les champs en Hollande. Donc, il a ce chapeau qui le protège du soleil comme les plus humbles des paysans. Et en fait, il parlait dans cette lettre de ce chapeau qui se trouve ici également dans un autre autoportrait. Donc, il se protège du soleil comme les paysans d'Arles. Mais surtout, il explique dans une autre lettre comment il a peint un paysage. Et voici la lettre en question. Je vais commencer à « Mon chevalier ». Vous pouvez lire si vous arrivez à le lire. « Mon chevalet était fixé en terre ». Alors, il explique que pour peindre un tableau, son chevalet était fixé en terre avec des piquets de fer, procédé que je te recommande, dit-il. On enfouit les pieds du chevalet et puis on enfonce à côté un piquet de fer de long de 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez, 50 cm c'est quand même beaucoup. La terre arlésienne, elle doit quand même être assez dure, c'est sec, et il enfonce ses piquets, 4 fois, 4 pieds. Et il continue, on attache le tout avec des cordes, vous pouvez ainsi travailler dans le vent. Donc il travaille en plein Mistral, en plein cagnard, donc là on n'est pas contre vents et marées, on est contre soleil et Mistral. Il affronte les éléments, comme les paysans. Et le voici donc partant, affrontant les conditions les plus difficiles et partageant les conditions des paysans qu'il croque et dessine. Mais il y a autre chose. Regardez la position des pieds, des jambes et des bras. C'est celle du semeur inversé. Il se représente lui-même semeur, mais c'est normal, il a dit tout à l'heure qu'il semait des graines qui un jour donneront quelque chose et qu'il moissonnera. Donc il se voit lui-même en semeur paysan et il se représente ainsi. Dans ce tableau d'un autre semeur qui date de 1889, sauf erreur, il y a quelque chose d'un autoportrait. Il y a quelque chose toujours de cet homme qui sème. On reconnaît la position du semeur. Il y a aussi une allusion à un autre semeur qui a disparu, qui est un tableau qui doit dater de 82, où on voit ce même semeur dans la même position, cette fois dans un paysage, comme c'est le cas ici. Alors peut-être, oui, s'assimile-t-il à ces paysans qui sèment et qui labourent. Et d'ailleurs, dans une lettre de 1885, il dit la chose suivante. « Je garderai calmement ma main à ma charrue et tracerai mon sillon. » Ça nous fait quand même penser à cette poésie protestante de De Genesté qui dit « Je me lève le matin sous le soleil et je tracerai mon sillon ». Donc il y a une consonance très
sacré pour lui, parce que ça renvoie à la poésie de son enfance. Et puis il continue, à la fin de sa vie, il écrira « Mon cher frère, il est à Saint-Rémy, je laboure comme un vrai possédé ». Donc pour dire qu'il peint énormément, parce que je ne peux pas dire il peint comme un dingue, parce que chez lui, il y a une consonance, une connotation qui me gênerait, il dit « je laboure ». Et effectivement, si vous faites un gros plan sur sa peinture, il laboure la peinture, il l'enfonce, il la soulève, il la malaxe. Le voici donc présenté comme un paysan et avec cette petite dimension sacrée du travail, comme je vous disais, mais également sacrée parce qu'il a semé des graines et qu'il espère qu'en labourant comme il laboure, il pourra moissonner une belle culture de tableau un jour et rembourser son frère.